Bonsoir à tous, nous nous excusons pour le retard, ce premier rendez-vous 2022. Nous n'oublions pas non plus de vous souhaiter une très belle année 2022. Donc pour ce nouveau rendez-vous mensuel, le groupe hospitalier Assistance publique Hôpitaux de Paris Nord vous propose d'évoquer l'éducation thérapeutique du patient. En France, depuis 2 décennies, l'éducation thérapeutique du patient fait partie de la prise en soin des personnes atteintes de maladies chroniques. C'est une démarche thérapeutique particulière qui combine une approche centrée sur la personne soignée, sur le soutien psychologique, l'accompagnement de la personne soignée sur de longues périodes. C'est une démarche qui contribue à nourrir le partenariat soigné-soignant. Nos invités vont mieux définir que moi encore ce qu'est l'éducation thérapeutique et puis vous l'illustrer par des exemples de leur pratique quotidienne. Juste avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste leur demander de se présenter brièvement, de nous dire leur nom, leur prénom, leur fonction et à quel titre elles interviennent ce soir. On peut commencer par vous si vous le souhaitez. Bonsoir, je m'appelle Caroline Artus, je suis coordinatrice paramédicale de l'unité transversale d'éducation thérapeutique des patients de l'hôpital Robert Debré. Bienvenue. Merci. Bonsoir, je m'appelle Violette Gruy et je suis, comme Caroline, coordinatrice de l'unité transversale d'éducation thérapeutique du patient, mais pour le groupe hospitalier Saint-Louis, La Riboisière et Fernand Vidal. Bonsoir Violette. Bonsoir, je suis Lina Mila, patiente interdemande. Bonsoir. Bonsoir, je suis Anne Bazalgette, je suis infirmière d'éducation thérapeutique et infirmière en pratique avancée au sein du service d'endocrinologie diabétologie pédiatrique donc de l'hôpital Robert Debré. Bonsoir, je suis Céline Buteau, infirmière puéricultrice en diabétologie spécialisée en éducation thérapeutique, donc dans le même service que Anne, à l'hôpital Robert Debré. Eh bien, bienvenue à toutes les 5. Merci. Alors, je crois que pour commencer à parler d'éducation thérapeutique du patient, il nous faut faire peut-être redonner une définition, circonscrire un petit peu son champ d'intervention et puis un peu d'historique. Violette. Bien sûr. Alors, l'éducation thérapeutique du patient s'adresse aux malades chroniques. La maladie chronique, en effet, est une maladie qui est au long cours, évolutive, et qui surtout a un fort retentissement sur le quotidien des malades. La prise en charge des maladies chroniques est donc sur la durée, a besoin de stratégies au long cours et complexes, nécessite aussi l'intervention de multiples professionnels, donc que ce soit de santé ou d'action sociale, et fait intervenir à grande partie aussi les aidants de proximité. Donc la maladie chronique a fait changer un peu l'organisation du monde de la santé et appelle à de nouveaux dispositifs, des innovations qui demandent une prise en charge plus globale des personnes concernées avec une personnalisation maximum. C'est dans cette dynamique que s'est développée l'éducation thérapeutique du patient. Donc, qu'on nomme aussi ETP, et donc l'ETP c'est quoi? C'est selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'éducation thérapeutique du patient vise à aider les patients à acquérir ou maintenir des compétences pour les aider à vivre leur vie avec leur maladie chronique. Donc elle fait partie intégrante et de façon permanente dans la prise en charge du patient. L'éducation thérapeutique, c'est vraiment une
une compétence structurée, y compris avec des actions de psychosocial. Et elle permet aux patients de se sentir concernés, être conscients et informés de son soin, de l'organisation de l'hôpital, de sa maladie, des protocoles hospitaliers, etc. Alors, l'éducation thérapeutique, on avait vu donc des maladies chroniques. Vous vouliez nous donner peut-être quelques exemples pour l'illustrer pour nos étudiants, Violette? Maladies chroniques, le diabète? Alors oui, en maladie chronique, on peut retrouver le diabète, le VIH, les hépatites C, les hépatites B, les maladies chroniques intestinales qu'on appelle aussi MICI, vraiment plein d'autres maladies. D'accord. On parle de programme d'éducation thérapeutique du patient. Est-ce que vous voudriez nous le définir un tout petit peu, ce qu'est un programme d'éducation thérapeutique du patient? Bien sûr. J'allais enchaîner justement en vous précisant qu'une information orale ou écrite ou une information de prévention qu'un professionnel de santé peut donner à tout moment ne constitue pas un programme d'éducation thérapeutique. Un programme d'éducation thérapeutique, c'est vraiment quelque chose de structuré. Ça commence par un bilan que l'on fait avec le patient individuel, qu'on nomme bilan éducatif partagé ou BEP. De ce bilan sont tirés des objectifs que l'on va essayer d'atteindre à travers des séances ou des ateliers encore individuels ou collectifs. Ces séances ou ateliers sont animés par des professionnels de santé ou des patients ou les deux avec des outils et méthodes propres à l'ETP. Et à la fin, on fera une évaluation partagée toujours avec le patient pour voir si ses objectifs sont atteints ou s'il nécessite un suivi ou une offre de renforcement. Donc, au sein du groupe hospitalier Nord de Paris, on compte 72 programmes d'éducation thérapeutique qui sont distribués sur tout le groupe hospitalier Nord. Et pour structurer et organiser un peu tous ces programmes, c'est créé plus ou moins récemment des unités transversales d'éducation thérapeutique pour lesquelles nous sommes coordinatrices et ici ce jour pour témoigner. Il existe 3 unités transversales d'éducation thérapeutique sur le GH Nord, une pour Robert Debré, une pour Saint-Louis, Lariboisière, Fernand Vidal, et une 3e pour Bichat, Beaujon, Bretonneux et Louis Maurier. C'est vraiment des unités qui accompagnent de manière transversale les équipes pour tous leurs projets qui ont un lien avec l'éducation thérapeutique. On participe également à la formation des personnels hospitaliers au sein de l'hôpital. Notre mission est vraiment de valoriser la pratique de l'éducation thérapeutique en communiquant en interne au sein de la PHP, mais aussi en externe auprès des acteurs publics ou privés de la santé. Et plus récemment, on promue un peu la recherche en éducation thérapeutique. On va y revenir peut-être tout à l'heure. Merci Violette pour ces premières indications et cette définition de l'éducation thérapeutique. Je crois qu'on va donner la parole à Nabila. Merci. Qui va nous apporter son témoignage en tant que patiente partenaire, bénéficiant d'éducation thérapeutique, mais aussi impliquée dans la démarche. Alors, qu'avez-vous envie de partager avec nous? Ah oui, avec très grand plaisir. Bon, moi je suis Nabila, comme je me suis déjà présentée, patiente intervenante, voilà, atteinte d'un cancer sous traitement de chimiothérapie, ça fait plusieurs années, je le suis toujours, et de plusieurs pathologies chroniques aussi. Je vis avec, ça fait 5 ans. Et je suis là pour témoigner et partager avec vous mon parcours de TP, voilà, qui s'est fait en plusieurs étapes et j'aimerais bien le partager avec vous. Et avant, j'aimerais bien vous donner un petit aperçu de mon quotidien avant de suivre ce programme de TP. Donc, à l'annonce de toutes mes pathologies chroniques, voilà, ça n'a pas été facile d'accepter tout ça et de vivre avec au quotidien. Donc, je suis restée sur mon rythme normal, qui était vraiment très speed, et j'arrivais pas à trouver un certain équilibre. Donc, ça m'a coûté quand même une hospitalisation de plusieurs mois, de 7 mois. Voilà, et c'est là que ça a été la grande prise de conscience et que j'ai accepté de participer, de suivre un programme de TP. Ça a commencé avec des
des équipes de professionnels de structures médicales, LHSS et ACT, appartement de coordination thérapeutique, et LHSS aussi. Donc c'était des équipes de professionnels où on avait un suivi qui était voilà, médical et y compris aussi un soutien psychosocial. Donc tout cet accompagnement voilà, m'a permis de m'approprier, comme je l'appelle moi, comme je le dis moi, une boîte à outils. Voilà, c'est une boîte à outils qui m'a permis je me suis approprié cette boîte à outils pour gérer mon quotidien et améliorer ma qualité de vie. Et cette qualité de vie, franchement, le plus important, c'était trouver cet équilibre et ce rythme que je n'avais pas. Et j'ai pu le retrouver avec ce programme d'éducation thérapeutique et cette boîte à outils que je trimballe partout avec moi. Dès qu'il y a un petit truc, là, je l'utilise. Et après mon parcours aussi, ça a été la première étape. Ça m'a vraiment passionné cette ETP. Donc du coup, j'ai voulu m'informer encore plus et aller un peu plus loin. Donc j'ai participé à une série d'ateliers de l'UTEP, voilà. Et c'est là que vraiment mes connaissances sont devenues vraiment très solides en éducation thérapeutique. Et ça m'a vraiment donné envie et encore plus la volonté de m'impliquer encore plus et de témoigner et de partager mon expérience avec tout le monde. Et c'est là que j'ai fait la formation avec le pôle ressources d'ETP. Voilà, la formation de patientes intervenantes. Et c'est là aussi que cette formation m'a permis vraiment de prendre du recul et prendre ma place comme patiente, voilà, intervenante. Et après cette étape, je suis revenue comme co-animatrice avec l'équipe de l'UTEP parce que c'était très intéressant. Ces ateliers, ils les ont relancés avec des patients intervenants et vraiment l'échange était vraiment très, très riche, encore plus. Les expériences étaient partagées, la richesse de l'échange, c'était incroyable, mais vrai, franchement. Et après, voilà, après ça, enfin, la dernière étape, ça a été la formation de 40 heures que je viens de finir dernièrement. Et c'est là vraiment que j'ai appris vraiment les principes et les valeurs de l'ETP. Sur quoi c'était vraiment basé. Parce que la formation, il faut vous dire que les outils et les méthodes de transmission qu'on a reçues dans cette formation et travailler tous en groupe, ça nous a vraiment donné un esprit d'équipe. Quand vous dites tous, c'est à la fois des professionnels de santé et des personnes soignées. Voilà, donc la formation, ce qui était très intéressant, c'est que le public était, voilà, il y avait les médecins, des infirmiers et des patients intervenants. Voilà, et on travaillait en groupe et ça nous a donné vraiment un esprit d'équipe en étant chacun à l'écoute de l'autre dans un très grand respect. On a pu construire des choses ensemble, des BEP, des séquences éducatives, des ateliers, comment animer des groupes, voilà. Et franchement, moi, après tout ce parcours, voilà, je suis devenue, qui veut dire, actrice de ma propre santé, qui veut dire mes besoins sont devenus des compétences. Et ces compétences, c'est pas rien, parce que moi, je voyais pas tout ça. Avec toutes mes pathologies, franchement, le TP m'a permis de reprendre confiance en moi, d'avoir des objectifs. Franchement, c'est ce que je ressens, hein, c'est avoir des objectifs, prendre des décisions dans l'incertitude, faire des choix. Et tout ce parcours m'a permis d'en arriver là. Et franchement, dernièrement, on m'a questionné, on m'a posé des questions côté médical et tout ça. Je me suis rendu compte, on a eu un professionnel, un nouveau professionnel, je me suis rendu compte qu'en lui répondant, je n'ai rien dit de médical. L'éducation thérapeutique, le TP, a pris le dessus vraiment dans mon quotidien. D'accord. Et voilà. Et pour moi, je vous dis, voilà, le TP, pour moi, ce sera pour toujours. Le TP forever. D'accord. Merci. De rien. Alors, on va poursuivre notre tour sur le TP avec nos autres invités qui, elles, travaillent à l'hôpital Robert Debré. Pour les gens qui connaissent moins Robert Debré, c'est un hôpital qui se consacre à la pédiatrie. Donc je vais vous laisser la parole pour nous expliquer
comment vous travaillez à l'ETP et dans les domaines où vous intervenez tous les jours. Qui veut commencer? Alors, je vais commencer, je vais juste du coup planter un petit peu le décor de notre service. Nous suivons en fait à peu près 900 enfants qui ont un diabète, donc principalement un diabète de type 1, donc il y a plusieurs diabètes, mais je vais vous parler d'une enfant que nous avons suivie tout au long de sa croissance, de son parcours, qui n'est plus chez nous aujourd'hui, et du coup de son éducation initiale jusqu'à la fin de son parcours, en tout cas à l'hôpital Robert Debré. Il s'agit de Billy. Donc Billy, elle a été hospitalisée à l'âge de 5 ans pour une découverte de diabète de type 1. Et elle a eu l'introduction de son traitement par insulinothérapie sous forme de stylo à insuline. Puis elle a eu l'annonce diagnostique par le médecin, et ensuite les infirmières d'éducation ainsi que les diététiciennes ont pris le relais pour l'éducation, la formation des parents. Et de Billy à 5 ans, elle n'était pas trop concernée, mais un petit peu quand même. Et donc nous avons organisé 5 séances d'éducation thérapeutique tout au long d'une semaine, en parallèle avec la diététicienne qui, elle, organise 4 séances en une semaine. L'hospitalisation suite à la découverte de diabète, en fait, ça dure à peu près une dizaine de jours. Donc on forme en fait les parents à être autonomes au niveau des soins et effectivement acquérir des compétences, comme le disait très justement Nabila. Pardon. Le but, c'est qu'ils acquièrent aussi des compétences pour avoir le plus d'autonomie possible à la maison et vivre le plus normalement possible. Donc ça, c'était pour mettre les bases de l'éducation pendant l'hospitalisation. Puis nous avons revu, toujours en éducation initiale, en fait 15 jours après sa sortie, Billy et ses parents en consultation infirmière autonome, où on a revu les conduites de sécurité par rapport au diabète, l'adaptation du traitement. Et puis on a répondu aussi aux questions des besoins suite à la sortie de l'hospitalisation. Ensuite, Billy a été revu en hôpital de jour 1 mois après sa sortie de la première hospitalisation, où elle a revu toute l'équipe, donc infirmière, diététicienne, médecin, assistante sociale et psychologue. Donc le travail d'équipe est vraiment très très important en fait dans toutes les maladies chroniques, et chacun a son rôle et on est tous complémentaires. On a pu faire intervenir aussi une infirmière d'éducation qui se déplace à domicile, qui s'appelle Diabétomobile, et c'est une grosse ressource parce que c'est une infirmière qui va pouvoir intervenir à l'école, rencontrer les grands-parents, les autres aidants en fait qui n'ont pas pu venir se former au cours de l'hospitalisation. Ensuite, le suivi s'organise peu à peu. Donc le suivi du diabète de type 1, c'est tous les 3 mois avec un diabétologue, donc consultation à l'hôpital. Puis un bilan annuel, soit en hôpital de jour ou en hospitalisation complète, où là, de nouveau, Billy et ses parents rencontrent encore une fois toute l'équipe, et donc en fonction de ses besoins du moment, donc on refait le point encore sur les conduites de sécurité qui sont quand même assez importantes au quotidien en fait dans le diabète. Et puis donc on essaie vraiment de répondre aux besoins du moment, et entre-temps, donc nous avons pu accompagner Billy en fait tout au long des différentes étapes de son parcours de vie. On a pu instaurer en fait un suivi infirmier, par exemple pour préparer les classes vertes, les premières classes vertes, les premières vacances d'été à l'étranger, décalage horaire. Enfin voilà, c'est vraiment un accompagnement des parents dans chaque nouvelle étape en fait de la vie de Billy. Et puis à un moment donné, Billy, elle n'a plus supporté en fait les injections multi-quotidiennes en fait d'insuline au stylo. Donc il faut savoir que ce sont des enfants qui peuvent avoir 5 injections par jour avec des contrôles de glycémique au moins 5 par jour aussi. Donc c'est assez lourd. Donc on a pu lui proposer en fait une consultation pré-pompe où on lui a montré le matériel, donc la pompe à insuline, et puis les nouvelles technologies qui arrivent depuis quelques années, les capteurs de mesure continue. Donc on lui a présenté le matériel, on a évalué la faisabilité et l'acceptation aussi du traitement. Et puis Billy était d'accord puisqu'elle ne supportait plus les injections.
Et on a pu en fait organiser le parcours de soins autour de la mise en place de l'insulinothérapie par pompe à insuline. Je te laisse. Oui, j'aimerais juste intervenir un tout petit peu. Vous avez illustré avec l'histoire un petit peu de vie de cette petite fille. Globalement, pour l'ensemble de vos jeunes patients, vous les suivez sur une période de combien d'années? En fait, de la découverte du diabète jusqu'au passage en centre adulte. D'accord. Alors pour nos étudiants qui n'auraient pas encore beaucoup de connaissances sur le diabète de type 1, diabète de type 1, on vit toute sa vie avec un diabète, tout à fait. Donc en première partie de la vie, vos objectifs étaient de rendre cette petite fille de plus en plus autonome, d'abord aidée par sa famille, son entourage familial, social, scolaire, de permettre une vie de petite fille quasi normale, en intégrant la maladie diabétique à son projet et à son parcours de vie. Mais vous avez des objectifs en tant que soignante. Vous souhaitez qu'elle soit observante de son traitement, parce que le diabète pour lequel on ne suit pas son traitement, on va avoir des complications assez graves, assez rapidement. Comment vous gérez cela à travers les programmes? Ça veut dire qu'ils sont réévalués, qu'ils sont réadaptés régulièrement? Alors en fait, on est amené à les rencontrer régulièrement, donc il y a quand même des consultations médicales tous les 3 mois. Donc en fonction de ce qui se passe en fait au niveau du suivi du diabète et de la consultation médicale, après le médecin peut orienter, nous proposer par exemple s'il a décelé les douleurs aux injections, le parcours de soins par pompe à insuline. Donc après ça va être vraiment en fonction des besoins du moment. Quand on va les rencontrer, effectivement nous en consultation, quand on les rencontre en consultation, on fait un diagnostic éducatif, on va ressortir ce qui est important pour eux à ce moment-là, en essayant de faire en sorte que l'observance du traitement soit le plus optimale possible. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas forcément, entre guillemets, les mêmes exigences en fonction des familles qu'on rencontre et en fonction du moment où ils se trouvent. Du coup, c'est pas le moment, si c'est le moment pour eux de ralentir un petit peu au niveau du traitement, on va attendre qu'une... Un enfant diabétique, il devient autonome, réellement autonome, c'est-à-dire il peut se passer dans sa vie pour gérer son diabète, de l'intervention de ses parents, vers quel âge à peu près? C'est très variable. Très variable, ouais. C'est extrêmement variable en fait. Essayez de nous illustrer un tout petit peu, c'est 8, 10, 12 ans Il y a des enfants qui sont autonomisés par les parents ou par leur volonté propre, parfois. À partir de 8 ans, 9 ans, ils commencent à faire seuls leurs injections. Et d'autres enfants qui commencent à s'autonomiser vers 12 ans, voire 13 ans, des fois un peu plus. Il n'y a pas d'âge en fait. Ça dépend vraiment de l'histoire familiale et de la volonté aussi beaucoup de l'enfant et de ses parents. Est-ce que dans votre pratique de soignante en pédiatrie, puisque vous suivez ces enfants sur de longues périodes, est-ce que on est dans de l'éducatif? L'enfant, il baigne dans de l'éducatif en permanence, il a tous ses apprentissages scolaires, etc. à faire. Est-ce que vous avez des schémas, des chemins un peu parallèles? Quand vous les sentez mûrir d'un côté, ils mûrissent aussi pour la prise dans l'autonomisation de la prise en soin du diabète? Vous pouvez avoir des décalages? Allez, dites-nous tout ce que vous observez. Il y a souvent des décalages. En fait, il y a, pour continuer à illustrer le cas de Billy, donc Billy grandit tranquillement avec sa pompe, les choses se passent bien. En fin de primaire, comme elle allait rentrer au collège, on lui a proposé un hôpital de jour, entrée au collège, il s'appelle comme ça. Et en fait, cet hôpital de jour permet à l'enfant et à ses parents, qui sont extrêmement stressés par, en général, le passage sur le collège, de se projeter et d'envisager comment ils vont pouvoir organiser les choses. Et une fois, voilà, Billy a continué à grandir, à prendre de l'autonomie, justement. Et le médecin s'est rendu compte en consultation qu'elle était très autonomisée et que les résultats de son diabète étaient beaucoup moins bien que quand les parents géraient complètement le diabète. Et du coup,
à ce moment-là, alors il n'y a pas d'âge, hein, c'est vraiment à cette charnière-là qu'on va proposer donc à Billy et à ses parents de refaire une reprise éducative qui se fait en général sur une semaine d'hospitalisation, où là, en fait, on s'adresse essentiellement à l'enfant. Chaque fois que l'enfant est vu en consultation, que ce soit médicale ou infirmière, bien évidemment, on s'adresse à l'enfant, toujours, et on adapte notre discours à son âge. Mais là, ces reprises éducatives, en fait, elles sont faites pour l'enfant. Alors, on adapte bien sûr le discours à l'âge, puisque les âges peuvent être très différents. Et ça permet aux jeunes, surtout quand ils ont eu le diabète petit, de mieux comprendre ce que les parents demandaient pendant toutes ces années. Et de commencer à prendre en charge le diabète. Et nous, on axe beaucoup, bien sûr, sur les conduites de sécurité. Et on essaie d'intégrer le diabète dans la vie de Billy. Donc elle a continué à grandir tranquillement avec voilà, on va dire des hauts et des bas, comme avec la crise de l'adolescence, etc. Où là on a un rapport particulier avec Billy, c'est-à-dire que Billy et ses parents savent de toute façon qu'en cas de problème, ils peuvent contacter l'équipe, que ce soit leur médecin référent, les infirmières d'éducation. Et on a, pendant toutes ces années, en fait, on tisse un lien avec l'enfant et sa famille pour l'accompagner au mieux pendant la période de l'adolescence, qui n'est pas toujours très facile. Imaginons pendant quelques temps quelque chose qui est quasiment inconcevable ici, hein, mais que Billy en a marre de Robert Debré de venir nous voir régulièrement. Ça arrive. Ça arrive. Est-ce qu'un extra hospitalier pourrait elle peut trouver un relais aussi pour avoir de l'éducation thérapeutique destinée à un public plus jeune, adolescent ou jeune adulte? On essaye de développer des partenariats, mais c'est pas toujours facile en fait. C'est vrai que qu'est-ce qu'ils prennent selon vous? Allez-y, parlez librement. C'est encore une méconnaissance de ce qu'est l'éducation thérapeutique, des bénéfices qu'elle peut apporter. Est-ce que globalement en France, on n'a pas encore complètement assimilé que la culture de l'éducation thérapeutique? Peut-être je pense. J'allais vous poser une question, j'attendais pour voir si je la posais un peu plus tard, mais elle me démange depuis tout à l'heure parce qu'on a vu éducation thérapeutique, des programmes destinés à des personnes porteurs devant vivre avec une maladie chronique. Les maladies chroniques, ce sont les plus nombreuses dans notre environnement et dans nos pays depuis une vingtaine d'années, et puis encore pour de nombreuses années. Ça sous-entend aussi qu'on a des profils de soignants différents, parce que dans notre pays, les soignants sont passionnés et formés aux soins curatifs. Alors, comment vous avez fait la bascule, vous, parce que vous avez été formés comme cela? Comment vous êtes devenus des infirmières d'éducation thérapeutique, plus axées sur la prévention, sur l'accompagnement, sur le soutien psychologique, sur le partenariat soignant-soigné, en le faisant vivre réellement et n'étant pas seulement dans du déclaratif? Alors, comment vous êtes-vous transformée? Je pense que c'est après, je ne me l'explique pas. En fait, je pars du principe que le patient a besoin de comprendre en fait ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Et à partir de là, à partir du moment où il arrive à bien comprendre ce qu'il fait et pourquoi il le fait, je pense qu'on a une meilleure adhésion au traitement. Et moi, j'ai toujours été convaincue de cela. Donc, après, c'est une évidence pour moi. Après, l'accompagnement d'une maladie chronique qui est quand même très prenante dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous accompagnez la personne qui a la maladie chronique? C'est-à-dire que c'est vrai que quand on se rend compte et quand on fait les soins nous-mêmes en fait en hospitalisation, quand les parents ne sont pas là par exemple en pédiatrie, c'est vrai qu'on peut se rendre compte aussi que la charge de soins peut être lourde dans le faire, mais aussi dans la charge mentale auprès des parents. Ils ont besoin d'accompagnement. Oui. Alors, on peut concevoir, je pense que pour vous c'est quelque chose d'assez naturel. Il faut aussi que l'on dise pour les personnes qui nous écoutent qu'une personne qui vit avec une maladie chronique, elle a une grande expérience de la vie avec la maladie. Tout à fait. Alors, elle n'a peut-être pas les connaissances au départ scientifiques, médico-scientifiques que qu'ont les professionnels de santé, mais par contre elle a une expérience
de la vie au quotidien avec cette maladie qui est plus ou moins invalidante. Et il arrive même avec le temps qu'elle ait des connaissances, même sur la maladie, ça va être le cas de Nadia, par exemple, supérieure aux professionnels de santé. Alors comment vous gérez et comment vous nous conseillerez de gérer cette asymétrie qui s'inverse? Parce qu'habituellement, on est habitué à ce que le médico-soignant ait des connaissances, et puis, surtout dans d'autres pays, le patient, eh ben, il écoute. Alors que là, on est dans une relation de soins qui se rééquilibre et qui est totalement différente. Parlez-nous un petit peu de cela. Le partage d'expérience. Ouais, l'écoute du patient, c'est primordial. Et le partage d'expérience entre ce que nous dit le patient et nous, ce qu'on peut lui apporter en termes de connaissances. Et c'est vraiment, je pense que c'est vraiment ça la clé. Nous, on a des connaissances scientifiques, théoriques, et le patient, il nous apporte son expérience, et on essaie de trouver justement le terrain d'entente, en fait, pour que le patient vive mieux, mais quand même avec le côté qui nous intéresse, c'est de le protéger des complications. Et oui. Je me tourne vers vous, parce que tout à l'heure, dans votre présentation, vous avez dit que vous veniez en soutien des équipes soignantes aussi, pour expliquer ce qu'était l'éducation thérapeutique. Il est probablement que vous êtes en contact avec des infirmières qui travaillent à l'unité d'hospitalisation conventionnelle. Et comment vous abordez cet aspect-là du soin, de la relation soignant-soigné? Parce qu'en plus, imaginons en pédiatrie, non seulement vous pouvez avoir un jeune enfant, et vous avez les parents qui sont là, souvent la maman, qui elle aussi a l'expérience au fil des années de la vie avec la maladie de son enfant. Comment vous enseignez à vos collègues, à vos jeunes collègues notamment, d'aborder les soins dans ce contexte-là? De par l'expérience que nous relate Céline et Anne, c'est vrai qu'on a une appétence déjà en soi pour le relationnel, pour l'aspect pédagogique, pour l'envie en fait de se positionner comme ça dans une prise en charge longue, dans un lien particulier avec les patients. Donc souvent il y a quelque chose qui vient intimement de la personne, qui va avoir une appétence effectivement pour le domaine et la prise en charge des maladies chroniques et l'accompagnement des personnes atteintes par ces maladies. Donc nous déjà on surfe un peu sur cette appétence et dans la formation finalement, dans ce qu'on peut nous apporter comme soutien méthodologique et comme accompagnement, c'est un travail justement sur comment la posture relationnelle et pédagogique. Et c'est vraiment dans notre ADN depuis très longtemps qu'il y a un équilibre relationnel entre le patient et le soignant dans cette relation éducative. Donc ça vient assez naturellement. Et j'aime assez résumer que finalement l'éducation thérapeutique c'est l'art du compromis. Donc c'est la capacité finalement à trouver un terrain d'entente parce que ces personnes vivent très longtemps avec des hauts et des bas, un quotidien qui doit se faire avec de toute façon les aléas qui sont disons plus fluctuants qu'une personne qui n'aurait pas de maladie chronique à gérer. Et donc on ne peut pas on ne peut qu'être dans une approche collaborative. Alors, ça fait plusieurs années que chacune d'entre vous travaille au service de l'éducation thérapeutique du patient. Est-ce que vous avez l'occasion d'échanger ou de vous inspirer de modèles hors France? Est-ce que vous pourriez nous en parler? Est-ce que vous avez des expériences dans ce domaine-là ou pas du tout? L'éducation thérapeutique du patient en France, il a la toute particularité d'être légiféré. Oui. Donc c'est vrai que ça a permis une structuration et qui se base sur des réflexions qui sont partagées avec les Belges, avec les Suisses, et puis le modèle aussi anglo-saxon et plus particulièrement canadien, avec le modèle de Montréal peut-être, le modèle de Montréal, qui place très haut la considération de l'expérience patient et qui le valorise. Donc c'est vrai que depuis 50 ans que la pratique finalement de l'éducation thérapeutique évolue, on a
on s'est largement imprégné, effectivement, et on a beaucoup partagé avec les homologues qui traitent un peu cette pratique-là dans d'autres pays, et plus récemment l'Italie, qui aussi promeut cette pratique. Et voilà, c'est le modèle de Montréal, je dirais, qui a fait référence au départ. Oui. Alors, est-ce que on va se projeter un petit peu dans l'avenir? Est-ce que le modèle de Montréal, qui vous inspire, mais qui n'est pas reproduit tel quel dans notre pays, dans quelques endroits cela commence, c'est le modèle de Montréal, le patient est enseignant, il enseigne à l'université, dans la formation des futurs médecins, des futures infirmières, des futurs paramédicaux. Alors, comment vous regardez cela et comment vous voyez l'évolution en France? Est-ce qu'on ira un jour vers cette organisation-là? Alors, le modèle de Montréal, donc, qui prône donc, un patient égal aux soignants, hein, donc, qui valorise l'expérience patient comme une compétence. Je pense qu'on est directement dans la lignée, que ça prend du temps. Que les patients intègrent aujourd'hui dans certaines facultés la formation des soignants. Pour parler plus particulièrement de la formation des infirmiers, depuis le nouveau décret de 2012, les infirmiers sont considérés comme formés dans leur cursus, puisque les compétences relationnelles sont mieux... Les compétences relationnelles et les compétences collaboratives, effectivement en formation initiale depuis 2009, un cursus est prévu après. Toutes les infirmières vont prendre jeunes infirmières vont prendre des postes dans des domaines assez variés. Toutes ne vont pas forcément venir travailler tout de suite dans des équipes comme les vôtres, structurées et prenant en soin tous les jours, soit des enfants, des adolescents ou des adultes, bénéficiant de programmes d'éducation thérapeutique structurés, coordonnés, un petit peu comme vous le disiez, comme le disait Violette. Votre expérience, Nabila, vous avez perçu une évolution avec les années dans la manière d'être et de faire des professionnels de santé, médicaux et paramédicaux, qui vous accompagnent, qui vous suivent pour vos maladies chroniques, puisque vous êtes porteuse de plusieurs maladies chroniques? Oui, c'est ça. Alors, ce que j'ai vu évoluer, c'est vraiment la posture éducative. Ça, c'est très important, comme dit tout à l'heure. Cette posture-là, et se mettre au même niveau et s'adapter aux connaissances du patient, ça aide vraiment le patient. Et comme Caroline elle a dit aussi, le partage et l'échange et tout ça, c'est très important d'être à l'écoute, d'être à l'écoute active là, du patient. Ça aussi, l'écoute active, c'est très important aussi. Enfin, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, et ce que j'ai vu qui m'a fait évoluer, et que j'ai vu évoluer, que ce soit à l'hôpital ou dans le psycho aussi social, c'est que cette posture éducative et s'adapter, qui veut dire aux connaissances du patient, et être vraiment à l'écoute, tout ça vraiment ça aide beaucoup le patient. Moi personnellement, selon mon expérience, ça m'a permis vraiment d'évoluer à une... Alors, on a entendu tout à l'heure deux invités ici qui nous ont relaté un parcours d'une petite fille dans un hôpital de pédiatrie, donc un programme d'éducation thérapeutique conçu et qui vit dans un établissement hospitalier. Et vous, je crois avoir compris que vous avez une expérience extra-hospitalière, parce que quand vous nous parlez d'ACT, appartement de coordination thérapeutique, est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'on y fait, comment c'est un petit peu organisé? Alors, là, on est dans l'extra-hospitalier. Ah ouais. Oui. Donc là, c'est un accompagnement global, médical, et y compris aussi un soutien psychosocial. Qui veut dire il y a des activités qui sont organisées, des ateliers, et même les patients qui ont des pathologies comme moi, le cancer, ils sont orientés vers d'autres structures pour compléter encore plus, comme moi, la fondation du Cognac G là, aussi elle prend en charge des ateliers et tout ça. Et on a des BEP
qui veut dire on a des Les projets. BEP, vous pouvez nous dire ce que c'est Eh ben, c'est des bilans éducatifs partagés qu'on fait avec certains objectifs. Et c'est pour une durée, des fois 6 mois, 9 mois. Et quand l'objectif est atteint, c'est ce que j'ai fait moi. Chaque BEP, pendant plusieurs années, quand l'objectif est atteint, donc on fait de nouveaux objectifs. Voilà, de nouveaux objectifs. Et c'est tout un cercle, voilà. Quand les objectifs sont atteints, après il y a le suivi. Si le patient veut encore avancer et évoluer encore plus, donc ce sont ces BEP aussi qui permettent vraiment de ces bilans-là, d'avancer et d'évoluer et d'avoir des objectifs. C'est pour ça, ça aide le patient. Il revient à la vie sociale et quand on a des objectifs, c'est ce qui motive le patient. Ça le motive. Moi, personnellement, je parle de mon expérience, ça m'a motivé. Quand on a des objectifs, on est vraiment motivé. Voilà. Et puis on n'est pas seul quand on est accompagné. Alors, on est souvent, quand on est infirmière, médecin, on a envie que nos patients suivent nos recommandations, observent leur traitement. Alors, on en parlera avec le diabète. On a toujours en tête les complications qui peuvent être embêtantes au niveau de la rétine, au niveau du rein et au niveau des membres inférieurs. Et de temps en temps, c'est quand même pas linéaire un parcours de vie. Et un patient, ce n'est pas linéaire. Alors, chez l'adulte, parfois, j'ai des infirmières qui me disent, mais le diabétique, parfois, il faut repasser par une semaine d'hospitalisation parce qu'il a envie de tout promener. Et puis, c'est normal, ce n'est pas grave. On revient à l'hôpital, on refait un peu de conventionnel, et puis on repart, c'est de nouvelles bases. C'est aussi ce que vous observez. Bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. C'est un besoin en fait pour les enfants, ça peut être aussi un besoin pour la famille de repartir, de repartir un peu des fois à zéro, enfin de remettre les choses à plat et de repartir sur de nouvelles bases, effectivement, comme vous disiez, avec des objectifs. Et ça, les adolescents, c'est vrai qu'ils aiment bien les objectifs. Alors, il faut voir petit pour aller très loin, en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est par étapes. Donc, nous, enfin, il y avait très longtemps, j'ai vu un autre adolescent, on a semé plein de graines il y a quelques années. Ils n'ont pas beaucoup germé les premières années, et puis là, enfin, on a, je l'ai vu en début de semaine, et c'est une récompense quelque part, en fait, de ce suivi pour toute l'équipe, et pour lui, surtout, et c'est un partage, c'est vraiment ce partage-là, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, parce qu'on apprend énormément de nos patients et des familles qui sont quand même très, très fortes. Et ça nous rend plus forts aussi, je pense. Dans le soutien aux équipes, qu'est-ce qui est important selon vous? Parce que vous êtes UTEP, on a bien compris, unité transversale d'éducation thérapeutique. Donc Violette nous avait dit vos différents champs d'intervention sur notre GHU. Comment vous y prenez? Parce que là, on a un petit peu parlé ce soir, beaucoup même du diabète, mais il y a aussi d'autres pathologies qui sont prises en soin, en charge dans nos hôpitaux et pour lesquels vous développez des programmes d'éducation thérapeutique. Il y en a plus de 70, je crois. 72. 72. Alors, qui veut répondre? Violette. On peut avoir des approches un peu différentes. Par exemple, on a travaillé sur un projet en collaboration Robert Debré et Saint-Louis sur un service qui souhaitait améliorer leur programme et même le créer sur la transition adolescent-adulte chez des patients transplantés, greffés rénaux. Et donc on a, pour essayer de vraiment bien comprendre ce que le patient pourrait avoir besoin dans le programme excusez-moi, mis en place à Saint-Louis, on a invité des patients sur la plateforme Transition de Robert Debré et toute la matinée on a discuté avec eux de qu'est-ce que vous auriez aimé avoir, vous? Alors là, on n'avait que des patients qui avaient déjà fait leur transition, parce que tout le monde n'avait pas pu venir, mais donc c'était déjà un bon point de vue. Mais ce qu'ils auraient aimé avoir, eux, quand ils ont fait leur transition, ce qu'ils aimaient actuellement, ce qu'ils avaient aimé dans le programme qui était mis en place à Robert Debré. Et ainsi, c'est une technique qui s'appelle le focus group, qui est extrêmement utilisé en éducation thérapeutique pour justement faire ressortir les besoins qui vont être ensuite transcrits, on va dire, en séances pédagogiques et objectifs pédagogiques
pour répondre tout simplement aux besoins des patients et pas forcément à ce que les professionnels de santé se rendent compte dans leur pratique, parce qu'il y a ça, eux ils vont se rendre compte de plein de choses très intéressantes, il faut qu'on insiste sur la prise des médicaments, sinon il va y avoir des complications, des choses comme ça. C'est un exemple assez simple, Ça ce que je dis, mais assez souvent. mais c'est le plus simple. C'est récurrent. Voilà. Et puis à côté, il va y avoir des patients qui ont des besoins auxquels les professionnels de santé n'ont pas pensé, non pas parce qu'ils sont antipathiques ou quoi que ce soit, ou ils ne pensent pas aux patients, simplement parce que ça ne rentre pas dans la prise en charge médicale ou ergothérapie ou kiné, des choses comme ça, plus les aides sociales, la vie sexuelle avec la maladie chronique, des choses un peu moins, on va dire, plébiscitées par tous les services, plus sur le bien-être aussi. Et donc nous, on va être là pour essayer de faire des programmes qui sont très complets et de rien oublier au profit toujours du patient. D'accord. Alors mesdames, depuis 2 ans, on vit une période un peu particulière. On a une crise sanitaire avec des restrictions, des moments un petit peu inconfortables. Est-ce que vos programmes d'éducation thérapeutique du patient ont été impactés? Certainement, j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous dire comment? Est-ce que vous avez mis en place des plans B pour quand vous n'aviez plus accès à vos patients, etc. Oui, pendant le premier confinement, on faisait beaucoup d'appels téléphoniques en fait, comme les patients ne pouvaient pas se déplacer. On était toujours bien sûr joignables par téléphone, et les patients qui étaient programmés, en fait, au moins on les appelait, on faisait un vrai point avec eux par téléphone. Et par la suite, quand les confinements se sont un peu allégés, on a beaucoup mis en place des hôpitaux de jour en ambulatoire, plus qu'en hospitalisation. Ça nous a permis de faire un virage, si on peut dire ça comme ça, vraiment sur l'ambulatoire. D'accord. Et dans votre expérience aussi, vous avez procédé sur d'autres programmes de manière un petit peu analogue? Le premier challenge au moment de la crise sanitaire, ça a été d'accéder, tout simplement d'avoir accès aux patients. Alors c'est vrai que dans l'éducation thérapeutique, on a un lien très fort et ils ont souvent accès facilement. Ils vous appellent. C'est ça, ils ont les numéros de téléphone. Et du coup, la première chose qui a été importante pour les équipes, ce qui nous a été relaté, c'est qu'ils voulaient pouvoir être force de proposition pour justement savoir comment agir tout en étant à leur domicile dans cette situation sanitaire qui était inconnue pour tous. Donc il y a des acteurs qui ont mené des choses diverses et variées pour maintenir un lien et les accompagner. Et c'était assez innovant. J'ai été assez surprise. Non, c'est pas une surprise, parce qu'ils sont toujours comme ça, les gens de l'ETP, mais ils vont toujours de l'avant et ils innovent beaucoup. Donc ils ne se sont jamais posé la question de « Ah tiens, qu'est-ce qu'on va faire ?» Ils ont fait des choses. Donc il y a eu énormément d'initiatives. Et comme tu disais, une sorte de virage aussi qui a été pris. Il y a eu de l'ETP à distance. Ça a mis du temps et surtout, c'est le matériel qui a ralenti l'émancipation de cette pratique. Et à ce jour d'ailleurs, on commence à avoir un petit peu des éléments qui nous permettent de dire que cette modalité à distance est intéressante. Donc vous avez utilisé Zoom, Teams, Skype? Oui, tout ce qu'on avait. On a tout testé. Chacun a innové un peu dans son coin, et au moment où on nous a demandé à nous, finalement, UTEP, de recenser les initiatives, puisqu'en fait on s'est trouvé dans cette posture-là, on s'est aperçu qu'effectivement, chacun dans son coin avait fait comme il pouvait avec ce qu'il avait, WhatsApp, enfin tout. Et Hortif, qui a été aussi un soutien pour certains. Et voilà, l'essentiel étant maintenir un lien et prendre des nouvelles. Et puis, il y a eu jusqu'à des webinaires d'organiser, des échanges. Et la technologie ne vous a pas trop trahi? Oui. Voilà. On arrive au terme, le temps file à toute vitesse pendant nos visioconférences.
On va faire un dernier tour de table. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose dans votre intervention du soir? Est-ce que vous voudriez encore partager un témoignage particulier? Moi, j'ai envie de dire que le métier d'éducation thérapeutique est un métier qui est passionnant, qui est très large, qui englobe beaucoup de choses. Et voilà, c'est vraiment complètement passionnant parce que justement, on travaille en partenariat avec les patients, avec les équipes. Et voilà. Et voilà. Et pour vous? Je vais rejoindre un petit peu Anne, en fait. C'est vrai qu'avec le témoignage de Nabila, je trouve ça formidable. Et c'est ce contact-là que nous recherchons, c'est le travail en équipe qui nous enrichit tous les jours, en fait, et de partager les expériences avec nos patients qu'on fait partager. En fait, ça fait effet boule de neige. Et c'est ça qui est très enrichissant et stimulant, en fait, dans notre prise en charge de tous les jours. Donc, vous êtes des infirmières heureuses? Oui. Mais dites-le nous. Oui, ça dans la prise en charge des patients. Dans la prise en soin de vos patients. Prise en charge oui. des patients. Et ben voilà. Nabila, moi aussi, vous les rejoignez? Je les rejoins parce que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, le TP a pris le dessus dans mon quotidien. Et une place très particulière. Très particulière, ça me passionne et j'ai trouvé aussi qu'il y avait beaucoup de pédagogie. Vu que j'étais dans l'enseignement, donc j'ai trouvé aussi, j'ai trouvé beaucoup de points en commun avec ça. On est dans l'éducation et dans la transmission et dans la pédagogie et tout ça. Et voilà, il a pris le dessus et comme je l'ai dit, pour moi le TP maintenant c'est pour toujours. D'accord. Merci. Violette, Caroline, pour conclure. Moi, si je peux rajouter une chose un peu avec notre casquette de l'UTEP, donc c'est vous, futures infirmières, je pense que c'est quand même intéressant d'au moins tester. Et il faut savoir que du coup, les ressources et toutes les informations liées au programme et à l'éducation thérapeutique, il faut que vous vous retourniez vers les unités transversales d'éducation thérapeutique du coup du GH où vous trouverez pour avoir toutes les infos concernant les formations, les diverses informations, tout ce qui touche à l'UTP, on pourra vous aider et vous essayer de vous orienter. Caroline. C'est moi qui vais avoir le mot de la fin. Alors, je vais trouver un truc un peu punchy. Non, mais je vous rejoins absolument tous. L'éducation thérapeutique, c'est vraiment une occasion de s'épanouir si on aime le relationnel, si on aime pouvoir accompagner des gens sur du long terme, s'investir et le partage, le travail ensemble, le travail d'équipe. C'est effectivement... et puis même le technique en fait à sa place, parce que c'est beaucoup, bien sûr. Parce que être en capacité de former sur des gestes techniques, c'est déjà aussi les maîtriser, donc c'est les aspects pédagogiques aussi, devenir formateur de gestes de soins, c'est déjà maîtriser. Pratique. Exactement. Atelier. Donc c'est extrêmement complet et diversifié, et c'est quand on tombe dedans, c'est un peu comme Obélix. D'accord. On en veut. Bien, nous arrivons au terme de cette conférence. Donc merci mesdames pour votre présence et le partage de votre expérience qui ont permis de découvrir les différentes dimensions de l'éducation thérapeutique. Vous avez fait un peu d'histoire, vous avez un peu évoqué les évolutions possibles. En fait, vos éclairages étaient très complémentaires, il me semble. En tout cas, moi, je les ai entendus comme cela. Merci aux étudiants et aux autres personnes qui ont bien voulu nous prêter attention. Nous espérons que vous appréhenderez la dimension éducative du soin avec un nouveau regard et surtout que dans le futur, vous saurez vous appuyer sur les savoirs expérientiels des patients, de la personne soignée lorsqu'elle vit avec une maladie chronique, mais aussi dans d'autres circonstances. Et ainsi développer encore les partenariats patients et puis soignants. En résumé, c'est développer ensemble vos compétences collaboratives. Nous arrivons au terme de ce rendez-vous. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois avec d'autres infirmiers et d'autres infirmières de notre GHU sur une autre thématique. Je crois que nous allons traiter des métiers infirmiers au bloc opératoire. D'ici là, vous pouvez voir ou revoir les visioconférences qui ont déjà été enregistrées, qui sont disponibles sur la chaîne YouTube APHP Nord.
Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.